Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vision où nous allons faire une mise au point sur l'infection congénitale à cytomégalovirus. Et pour ce faire, autour de cette table, nous accueillons Anne-Hélène Labissi, qui est présidente de l'association Chanter, Marcher, Vivre au contact pluriquotidien avec des familles touchées par ce problème. Marianne Lervez-Ville, qui dirige l'unité de virologie médicale à l'hôpital Necker Enfants Malades, qui fait partie du Centre national de référence pour les infections à herpès virus, et en particulier à Necker, le cytomégalovirus. Jean-François Magny, qui dirige le service de néonatologie de l'hôpital Necker Enfants Malades et qui a probablement l'expérience la plus complète du suivi d'une cohorte d'enfants et de maintenant jeunes adultes infectés par le cytomégalovirus pendant leur vie intra-utérine. Et moi-même qui dirige la maternité et le service de médecine fœtale de l'hôpital Necker Enfants Malades. L'infection par le cytomégalovirus pendant la grossesse est un sujet qui a été jugé suffisamment important pour faire l'objet de recommandations par le Haut Conseil de santé publique. Ces recommandations, nous allons les passer en revue et les critiquer, car comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, depuis les premières recommandations émises en 2002, pour lesquelles les conclusions étaient de ne pas dépister le cytomégalovirus pendant la grossesse et informer les femmes enceintes et les professionnels sur les mesures d'hygiène, eh bien, la montagne a accouché d'une souris en décembre 2018, puisque après 16 ans de gestation, les conclusions de ce Haut Conseil de santé publique sont exactement les mêmes. Et il nous a semblé qu'elles ignoraient des progrès tout à fait considérables au cours de ces années. Et pour commencer à percevoir l'importance, la gravité du problème et l'insuffisance de ces recommandations, je vais tout de suite passer la parole à Anne-Hélène Labissi pour la perception de ces mandants au sein de l'association Chanter, Marcher, Vivre à propos de cette infection qui les a touchés et de ces recommandations. Bonjour. Merci de me donner la parole. Donc, je représente les familles touchées par un CMV pendant leur grossesse. Aujourd'hui, nous avons environ 750 familles qui nous suivent et 4500 personnes qui quotidiennement reçoivent des informations sur le CMV. Il faut savoir que les informations partagées touchent environ 70 000 personnes. Donc nous permettons de faire connaître ce virus qui a atteint de nombreux enfants que nous suivons. Donc n'étant pas spécialiste et médecin sur ce domaine-là, donc le CMV, mais concerné quotidiennement, nous nous sommes basés avec l'ensemble des familles pour répondre à votre sollicitation sur le serment d'Hippocrate. Et vraiment se dire au départ à quoi sert le médecin dans l'accompagnement qu'il peut le faire auprès de nos familles. Et le serment d'Hippocrate parle de rétablir, préserver et promouvoir la santé. Surtout permettre à toute personne son autonomie et sa volonté. Et cela fait partie des points que nous allons soulever dans les slides suivantes concernant vraiment les questionnements que nous avons suite à ces recommandations et en particulier sur le fait que le dépistage n'est pas recommandé à ce jour. Donc, comme le professeur Ville vient de le mentionner, en 2002 et 2004, les recommandations donc, étaient de ne pas dépister le CMV chez les femmes enceintes, mais d'informer sur les mesures d'hygiène, les femmes enceintes, les professionnels et en particulier les femmes au contact d'enfants de moins de 2 ans. Nous sommes en 2019, l'association a été créée en 2006 et malheureusement, nous constatons que cette information n'est toujours pas partagée, que les médecins ne sont pas au courant du CMV, en particulier les médecins généralistes qui sont les premiers au contact des femmes ayant un désir de grossesse. Donc cette solution qui a été demandée en 2004 sur les informations ne fonctionne pas. Clairement, nous pouvons voir 15 ans après qu'elle ne fonctionne pas et donc nous ne comprenons pas
pourquoi, à aujourd'hui, il n'y a aucun changement dans les décisions, c'est-à-dire une décision qui ne fonctionne pas, que nous renouvelons, et nous ne voyons pas d'actions concrètes qui sont mises en place pour permettre aux médecins et au grand public de connaître le CMV. Il n'y a pas eu de changement dans les programmes de formation, dans les formations initiales. Il n'y a aucune information auprès des médecins généralistes. Et donc, quotidiennement, nous sommes sollicités par des mamans qui découvrent, souvent malgré elles, l'existence du CMV et qui n'ont jamais eu connaissance des mesures de prévention. Le dépistage que nous souhaitons mettre en place permettrait, à minima, de faire connaître le CMV. Aujourd'hui, c'est une information dont ne disposent pas les parents. Et à minima, si nous leur demandions leur avis, si nous leur demandions s'ils souhaitent ou pas un dépistage, cela permettrait d'engager la discussion, cela permettrait de faire connaître ce virus et cela permettrait de partager les mesures de prévention. Le droit de savoir et le fait de pouvoir faire un choix, cela fait partie de l'autonomie, justement, de tout un chacun. Le fait de partager, ne pas partager ces informations, nous le vivons comme une posture infantilisante et déresponsabilisante pour les parents. Toute femme et tout parent a le droit de savoir, de connaître et de pouvoir prendre ses responsabilités et son choix, accompagné bien évidemment par le corps médical qui a toute la connaissance sur le sujet. Et la décision de ne pas permettre ce dépistage et à minima de ne pas proposer ce dépistage aux familles n'est pas acceptable et n'est pas accepté puisqu'il n'est pas pris par les personnes qui sont directement concernées par cette décision. Il nous est difficile de comprendre que les familles ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas décider et ne peuvent pas prendre de décisions de manière adulte. Voilà. Souvent, la question de l'anxiété et du coût économique est avancée pour expliquer pourquoi il n'y a pas de dépistage. Cette anxiété, étant maman d'une enfant qui a 14 ans et qui est aujourd'hui polyhandicapée suite à un CMV, et cette anxiété que je reçois tous les jours par les parents que nous accompagnons, je peux vous promettre que ce n'est rien considéré à l'inquiétude que l'on peut avoir pendant 9 mois de grossesse. Et je pense que tout un chacun préférerait être inquiet pendant 9 mois que pendant le reste de sa vie, comme nous le voyons avec ses parents qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles. Et l'impact, le coût économique, en fait, je suis très curieuse de savoir comment le coût économique est évalué. Un enfant tel que ma fille coûte à minima 7 500 € par mois pour sa prise en charge, sans compter l'impact économique qu'il peut y avoir sur l'ensemble de la famille. Donc je suis vraiment curieuse de comprendre comment les études ont été faites sur ce sujet. Merci Anne-Hélène, vous avez parlé de chiffres et bien entendu, c'est un petit peu la base de toute réflexion sur le dépistage. Les chiffres avancés que vous voyez sur cette diapositive, qui sont les diapositives du Haut Conseil, résumant les recommandations et sur lesquelles ces recommandations se sont basées avec l'interview d'une trentaine d'experts. Certains se sentent extrêmement frustrés, voire trahis des messages qu'ils ont voulu faire passer. C'est notre cas à tous autour de cette table, puisque nous sommes tous cités comme ayant participé à la rédaction ou à la production de cette chose et nous ne sommes absolument pas d'accord avec ne serait-ce que les chiffres de base. Marianne, les chiffres annoncés de 40 à 50 séquelles graves par an en France issues de l'infection à cytomégalovirus paraissent contestables. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, voilà, sur ce diaporama-là, vous voyez les calculs qui sont faits en fonction des données de la littérature. Des données de la littérature qui sont très fiables, puisqu'elles reposent sur une analyse, une méta-analyse, c'est-à-dire sur le recueil de beaucoup d'études différentes. Et quand on applique les différents pourcentages de risque aux données françaises, alors en partant du même chiffre que le Haut Conseil de la santé publique, c'est-à-dire 3 500 nouveau-nés infectés
par an en France, on arrive, vous voyez, à un résultat final qui n'est pas du tout le même et qui est de l'ordre de 500 à 600 enfants avec un risque de séquelles graves ou modérées. Ça, c'est une vision globale. Et sur la diapositive suivante, j'ai résumé l'histoire naturelle, toujours selon la littérature, des cas d'infection maternelle au premier trimestre. Parce qu'on va le dire, et je pense qu'on va insister sur ce point, les séquelles de l'infection sont importantes et sont limitées, en fait, aux cas d'infection maternelle du premier trimestre. Donc là, si on reprend nos 3500 nouveau-nés infectés par an, il y a environ un tiers des cas qui se passent au premier trimestre. Donc on arrive à un chiffre, vous voyez, de 1167 nouveau-nés infectés par an après une infection maternelle du premier trimestre. Et vous voyez le découpage et le pourcentage des séquelles de ces enfants selon une étude de la littérature qui est une des seules qui permettent de faire ces calculs. Et vous voyez 32% de risque de séquelles neurologiques, 373 enfants en France tous les ans, 17% d'enfants avec un déficit intellectuel, presque 200 enfants concernés, 9% d'enfants avec des épilepsies secondaires, ça fait une centaine d'enfants, des enfants avec des insuffisances motrices cérébrales, autour de 70, 35 enfants avec des choriorétinites, donc des risques de cécité, et 268 enfants avec un déficit auditif, dont 88 avec une surdité bilatérale. Donc clairement, on n'a pas du tout les mêmes chiffres et c'est vrai que du coup, les conclusions forcément ne vont pas être les mêmes. Et quand on regarde en fait de près qu'est-ce que les personnes du Haut Conseil de la santé publique ont choisi comme chiffre de séquelles, ils se sont appuyés sur les résultats de registre du handicap à 7 ans. Et évidemment, un registre du handicap se baser sur un registre du handicap pour une maladie qu'on ne dépiste pas, qu'on ne détecte pas ni en anténatal ni à la naissance, évidemment, c'est absolument pas un registre exhaustif. Donc je pense que ça, c'est une critique tout à fait fondamentale des différents calculs qui ont pu être faits par l'équipe du Haut Conseil. Oui, ce qu'il faut préciser, Jean-François, peut-être que la fréquence de l'infection dans la petite enfance est extrêmement prévalente et que si on n'a pas un marqueur de l'infection dans les premiers jours de vie, voir un enfant de 7 ans handicapé et lui attribuer une infection par le CMV est un exercice quasi impossible. L'exercice à 7 ans est impossible. La seule façon de rapporter le diagnostic au CMV est de pouvoir faire une PCR sur le Gutri prélevé à la naissance. Mais les Gutri ne sont conservés qu'1 ou 2 ans. Donc, effectivement, dans un handicap de l'enfant à 7 ans, on ne peut avoir qu'un faisceau d'arguments en faveur éventuelle d'une fétopathie infectieuse, voire un CMV, mais on ne peut pas affirmer le diagnostic. Anne-Hélène, combien de nouvelles familles vous contactent chaque année ? Alors, chaque année, difficile à dire. Chaque semaine, nous sommes sollicités toutes les semaines. Environ une dizaine de familles minimum nous contactent toutes les semaines, soit par notre groupe de parents fermé, donc qui est sur Facebook, soit par email. Et c'est minimum 10 familles par semaine qui nous contactent. Voilà, donc ces 45 enfants symptomatiques du CMV et gravement symptomatiques est un chiffre dont on peut s'étonner qu'il ait pu sérieusement été avancé par un groupe mené par des épidémiologistes a priori sérieux et un groupe d'experts les conseillant. Cette diapositive, pour terminer sur cette question de chiffres de base à notre réflexion, elle a été faite au Royaume-Uni sur les chiffres américains et quels que soient les chiffres absolus qui ne s'adaptent pas à la France, on peut voir que la proportion, elle, est conservée en France en tout cas. C'est-à-dire que l'infection congénitale à cytomégalovirus est aujourd'hui 10 fois plus fréquente que l'infection congénitale à toxoplasmose, qu'elle est 1,5 fois plus fréquente d'une situation qui est pourtant très prévalente en France, qui est l'alcoolisation fœtale. Idem pour la trisomie 21, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des chiffres
stable puisque la trisomie 21 est sujette à un dépistage anténatal, en tout cas 2 fois plus fréquente qu'une malformation grave qui est, elle, soumise à un dépistage efficace, qui est l'échographie prénatale dans le cadre du spina bifida, et la rubéole congénitale qui apparaît comme presque anecdotique et qui, elle, a bénéficié, bien entendu, non seulement d'un dépistage, mais d'une vaccination qui n'existe pas pour le CMV. Donc les situations évoquées en jaune font partie d'un dépistage périnatal. Les situations en rouge, la toxoplasmose devrait en France être dans la série dépistée et au moins bénéficier de conseils. Et le cytomégalovirus, qui malheureusement règne ici de très très loin au-dessus de tous ces problèmes, ne donne lieu ni à une politique concrète d'information, comme vous l'avez rappelé Anne-Hélène, et encore moins à un dépistage. Alors la question suivante, qui était abordée par le Haut Conseil comme un argument d'échec a priori, c'était de dire que les risques étaient les mêmes pour une femme qui n'a jamais été en contact avec le virus et pour une femme enceinte qui était déjà immunisée, et que le résultat de cette infection était aussi grave qu'on ait une première infection ou une infection suivante. Marianne, pour commenter ces chiffres, qui sont donc ces affirmations qui sont en partie erronées. Alors, qui sont en partie vraies aussi, on peut quand même. En effet, quand on considère une centaine d'enfants qui est infecté par le CMV à la naissance, il y en a environ la moitié qui est infectée après une infection maternelle primaire, une primo-infection maternelle pendant la grossesse, et l'autre moitié qui l'est après une infection dite non primaire, c'est-à-dire soit une réinfection, soit une réactivation du virus que cette femme, déjà séropositive avant la grossesse, avait en latence dans son organisme. Donc ça, c'est exact. Mais en revanche, dire que toutes les femmes sont égales toutes les femmes enceintes sont égales devant l'infection à CMV, ça, ce n'est pas vrai, parce qu'on sait de mieux en mieux que toutes les femmes enceintes n'ont pas le même risque de donner naissance à un enfant infecté qui lui-même aurait un risque élevé de séquelles. Et ça, on l'a montré dans une étude récente qui va bientôt être publiée. Les femmes enceintes, donc, on a suivi un groupe de femmes enceintes séronégatives à leur première grossesse, et on a regardé celles qui faisaient des séroconversions à la 2e, 3e, 4e grossesse, et on a constaté que ces femmes enceintes qui étaient séronégatives à la grossesse précédente avaient 24 fois plus de risque d'accoucher à la grossesse suivante d'un enfant infecté après une primo-infection maternelle du premier trimestre, et 6 fois plus de risque d'accoucher d'un enfant infecté qui va développer des séquelles par rapport à la population générale des femmes enceintes que l'on suit par ailleurs. Et que ce risque était particulièrement élevé lorsque l'intervalle entre 2 grossesses était inférieur ou égal à 2 ans, ce qui est assez commun dans les populations, notamment urbaines, qui font leurs enfants un petit peu tard et souvent rapprochés. Voilà, donc du coup, il y a vraiment une population à risque. On ne peut pas dire que toutes les femmes enceintes soient également exposées à ce risque, et que les femmes séronégatives à leur première grossesse réalisent une sous-population extrêmement à risque et qu'il faudrait probablement cibler spécifiquement. Alors, sur cette courbe-là de cette étude, vous voyez qu'en abscisse, c'est en pourcent le risque que l'événement arrive en ordonnée. Je veux dire, en abscisse, vous avez l'intervalle entre les grossesses. Vous voyez ce dos-là, ce dos rouge qui atteint presque 10%, c'est-à-dire qu'entre 1 et 2 ans, quand la grossesse suivante, après une grossesse séronégative, survient entre 1 et 2 ans, le risque prospectif, sans aucun autre test, sans aucune autre intervention, sans aucun autre facteur de risque de ces femmes à nouveau enceintes est de 10%. Il n'existe aucun autre risque a priori menaçant une grossesse qui arrive au 10e de ce risque. C'est-à-dire qu'on intervient et on déclenche un plan hors sec pour un risque de trisomie de 1%,
et on n'informe pas pour un risque d'infection par CMV au premier trimestre pour un risque de 10%. On peut, et Anne-Hélène, si vous voulez commenter ce portrait robot qu'on a un petit peu fait à partir de ces chiffres, hein, ça n'est pas sorti d'un chapeau. Le portrait robot de ces femmes qui vont faire une primo-infection en France, mais quand on discute avec des collègues étrangers, on retrouve ce profil pour les primo-infections, du moins en Europe. Femmes de moins de 35 ans, niveau socio-économique élevé, qui travaille et qui donc a d'une part la nécessité, d'autre part les moyens de placer son enfant dans une garde partagée ou en crèche, qui était séronégative à sa grossesse précédente et qui a conçu à nouveau entre 1 et 2 ans après le premier enfant. Dans votre expérience d'échange avec les familles, quelle est la valeur de ce portrait robot ? Alors ce portrait robot, c'est déjà le mien, puisque je rentre dans tous ces critères, effectivement. Et c'est effectivement le cas également pour de nombreuses familles qui ont un deuxième enfant dans les 2 ans, environ après le premier, qui n'ont aucune information sur le CMV et qui sont en pleine couche, en plein repas avec leur enfant et qui justement se retrouvent directement impactés. Donc nous avons beaucoup de familles pour lesquelles l'impact du CMV est directement sur le deuxième enfant. Voilà un petit peu les détails de cette étude avec des chiffres un petit peu plus indigestes à regarder. Vous voyez, la courbe rouge là est devenue ici orange. Et si vous regardez la courbe grise du bas, vous voyez qu'à cette exposition prospective de ces femmes de 6 à 10%, on retrouve bien entendu un taux d'infection, cette fois des enfants à naître, qui est lui aussi très important puisqu'il est le tiers, c'est le taux de passage à travers le placenta du virus d'une femme qui s'est infectée pour la première fois. Et ça veut dire que ces femmes, en commençant leur grossesse, elles portent un enfant dont le risque, sans autre facteur supplémentaire, dont le risque d'être infecté par le CMV au premier trimestre, dont on va reparler de la gravité, est de 2%. C'est considérable à l'échelle des risques de la périnatalité en France. Autre chiffre ayant contribué au dénigrement du dépistage par les conclusions du Haut Conseil, Marianne, les valeurs prédictives de la sérologie. Tout à fait. Alors, donc, ils sont partis en fait d'une estimation de la sensibilité des tests pour détecter. C'est que peut-être en préambule, on fait le dépistage de l'infection à CMV en dosant les IgG, donc les anticorps de type IgG, et les anticorps de type IgM, qui sont donc un marqueur d'infection récente. Et donc évidemment, il est très important pour bien dépister les primo-infections que le marqueur IgM soit sensible et soit spécifique. Et ils sont partis d'une étude qui est celle que j'aurais aussi choisie pour faire ces calculs, parce que c'est une étude qui a testé la sensibilité d'au moins 5 tests qui sont utilisés, qui représentent, je dirais, à peu près 80% du marché en France. Donc 80% des laboratoires sont équipés dans un de ces tests. Et la sensibilité de ces tests, il y en a un qui n'est pas très bon, puisque sa sensibilité est à 79%, mais les 4 autres tests utilisés ont une sensibilité qui est supérieure à 91%. Il y a un test qui a une sensibilité à 98%. Et là, elle part d'une sensibilité de 79 à 91%, que je ne m'explique pas très bien et qui me paraît donc du coup inférieure à la réalité. Par ailleurs, la spécificité, on sait que la spécificité des IgM n'est pas très bonne et que du coup, on va avoir des faux positifs. Mais ce qu'il est d'usage de faire, c'est que lorsque on a des IgM positives, on fait systématiquement un test d'avidité qui permet de savoir si il s'agit d'une primo-infection récente, donc qui a pu avoir lieu pendant la grossesse, ou d'une infection antérieure à la grossesse. Et ça nous permet de raisonner sur et d'éliminer un risque de primo-infection dans beaucoup de cas.
Donc cette spécificité ne peut pas être calculable comme ça, la spécificité des IgM, puisqu'on fait un autre test derrière. Est-ce qu'il existe des recommandations de bonnes pratiques auprès des laboratoires concernant cet usage et les kits à utiliser plutôt que d'autres? Alors, non. Il existe des algorithmes qui sont, publiés dans différentes revues de laboratoire, de choses comme ça. Ça, c'est exact, mais il n'existe pas réellement de bonnes pratiques qui aient été publiées par des autorités de santé, par exemple. Et le Centre national de référence? Oui, on donne des conseils sur ce qu'il faut faire, bien entendu, mais il n'y a pas de guidelines vraiment extrêmement bien détaillées, comme il y a par exemple pour la toxoplasmose. Et ça s'explique par le fait que comme on ne dit pas qu'il faut dépister, évidemment, il n'y a pas de guidelines nationales, disons. Le Haut Conseil, en plus, en parlant de sérologie, si elle devait être faite, la ferait à 20 semaines. Ah oui, alors ça me paraît en effet pas tout à fait pertinent, parce que nous, ce qu'il faut vraiment rechercher et dépister, c'est la primo-infection du premier trimestre. Donc 20 semaines me paraît tard. Et je pense qu'il est plus pertinent de faire cette sérologie à la fin du premier trimestre pour pouvoir dépister, identifier les primo-infections le plus tôt possible, au moment de cette période cruciale qu'est le premier trimestre. Et c'est sûr qu'en plus, en termes de sensibilité, si vous avez une primo-infection qui a eu lieu, je sais pas, au 2e mois de grossesse et que vous testez à 20 semaines, les IgM, en effet, peuvent être devenues négatives, alors que la probabilité qu'elles soient devenues négatives à 12 ou 13 semaines est bien inférieure. Donc ça me paraît un dépistage, ces calculs ont été faits sur un terme de dépistage qui ne me paraît pas pertinent. Donc la combinaison IgM-IgG, si IgM présent, avidité à 12 semaines, laisse une incertitude sur la survenue de l'infection pendant la grossesse de quel pourcentage? Alors je pense que j'ai une diapositive qui illustre ça après. Voilà. Donc ça c'est un résultat, c'est une étude qui n'est pas tout à fait terminée, mais dans lequel on s'était posé la question justement de la sensibilité de notre algorithme, puisque ce qu'on fait depuis presque 10 ans dans notre Necker, c'est de proposer la sérologie à toutes les femmes enceintes, et je tiens à préciser qu'on leur demande leur avis, on leur fait signer une petite autorisation pour la faire, une autorisation écrite pour la faire, et que 99% des femmes signent cette autorisation. Donc elles sont partantes pour ce dépistage, clairement. Donc on fait ce prélèvement sanguin et on fait systématiquement IgG plus IgM. Lorsque les IgM sont positifs, tout de suite, avant de rendre les résultats, évidemment, à la patiente et au clinicien, on ajoute l'avidité des IgG. Donc vous voyez ici les résultats sur une année. On a 630 cas de femmes séronégatives. Bien entendu, cette sérologie est accompagnée de recommandations sur les mesures de précaution. On a eu aussi 556 patientes qui avaient des IgG positives et des IgM négatives. Donc ces patientes-là, on les classe dans le groupe des femmes qui ne sont pas à risque, qui n'ont pas eu de primo-infection pendant la grossesse. Mais pour être vraiment certain de ça, ce qu'on a fait, c'est que systématiquement sur tous les sérums de ces patientes, on a fait rétrospectivement à la fin de l'année un test d'avidité qui permet de voir si on a une infection récente ou pas, pour voir si on avait loupé des cas de primo-infection, donc pour voir quelle était la sensibilité de notre algorithme. Eh bien, en fait, vous voyez là, il y a eu 0 cas d'avidité basse, donc d'avidité en faveur d'une primo-infection récente, et une avidité intermédiaire qui signifie, qui fait que la datation de l'infection est un peu plus difficile, mais qui ne permet pas d'exclure une infection périconceptionnelle. Donc la sensibilité et la valeur prédictive négative de ce dépistage IgG plus IgM à 12 semaines, auquel on associe éventuellement l'avidité si besoin,
elle est de 100% et 100% pour repérer les primo-infections du premier trimestre et 95,8% et 92% pour repérer les primo-infections qui ont potentiellement eu lieu en période périconceptionnelle. Donc vous voyez que, honnêtement, c'est évidemment, c'est une année seulement de dépistage, mais là, ça n'a pas l'air du tout d'être la catastrophe en termes de sensibilité. Et comme il a été souligné dans le rapport du Haut Conseil qu'on pourrait passer à côté d'un tiers des primo-infections avec cet algorithme, ça, je pense que ce n'est pas exact. Autre controverse sur les performances donc, de la sérologie, un tiers de faux négatifs, très largement surestimé, et les infections du troisième trimestre ne seront pas recherchées. Donc le commentaire fait ici, aucune importance, du moins aucune importance, Jean-François, une infection du deuxième et du troisième trimestre, elle peut affecter la croissance du bébé, il peut être symptomatique à la naissance. Quel type de symptômes et quelle gravité de tout ça? Alors, il peut être hypotrophe, il peut avoir éventuellement une note d'atteinte hépatique ou même une thrombopénie, mais dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas à risque de handicap neurosensoriel, de troubles du développement neuropsychomoteur et pas à risque de surdité. Est-ce que vous avez des retours de ces enfants infectés tardivement et de l'impact que ça a sur la famille et l'inquiétude qui persiste éventuellement encore aujourd'hui, alors que le message qui passe pour dire que si ça n'est pas arrivé en début de grossesse, le risque neurosensoriel n'existe pas? Est-ce que ces familles sont malgré tout ne sont pas suffisamment rassurées sur ce point? Alors, malheureusement, les familles ont souvent très peu d'informations. Beaucoup de médecins ne connaissent pas ou ne dépistent pas. Du coup, savoir si c'est une infection du premier ou deuxième trimestre ou du troisième trimestre, nous avons peu ce retour-là. Toujours est-il que nous véhiculons cette information et les familles, même si elles sont inquiètes, effectivement, pendant leur grossesse, elles se sentent prises en charge et accompagnées, donc beaucoup moins stressées, et beaucoup moins sujette à inquiétude, effectivement, quand l'infection arrive tardivement pendant la grossesse. Mais effectivement, sans dépistage, il est difficile pour elle de savoir à quel moment a pu avoir lieu cette infection. Alors, l'échographie. L'échographie, on lui demande beaucoup depuis plusieurs années. L'importance, le fardeau du risque périnatal posé sur les épaules de l'échographiste depuis l'affaire Perruche, encore une histoire d'infection, mais par rubéole, celle-ci, il y a une vingtaine d'années, a placé les échographistes dans une position tout à fait délicate, a imposé un cahier des charges extrêmement bien strict maintenant et complet, un des plus complets qu'on puisse faire dans le monde, hein, et en Europe en particulier pour la France, avec 3 échographies fortement recommandées. Une au premier trimestre, dont le but est éventuellement d'une part de préciser le calendrier obstétrical de cette grossesse, d'autre part de dépister les anomalies chromosomiques. Une deuxième échographie dite morphologique, où le cahier des charges de l'examen détaillé du fœtus est tout à fait conséquent et contient les items qui pourraient éveiller l'attention sur l'infection ACMV, et une écho du troisième trimestre qui est réalisée entre 30 et 34 semaines d'aménorrhée, donc 1 mois et demi avant le terme, et qui, elle, est elle aussi morphologique, donc en particulier l'examen cérébral, et puis surtout un examen biométrique qui pourrait permettre éventuellement de dépister les petits fœtus. Eh bien, ces échos, on lui attribue, en raison de l'importance de l'examen, le Haut Conseil a décrété, et il n'y a pas d'autre référence à trouver, puisqu'il n'existe aucun article dans la littérature française ou internationale permettant de dire que l'échographie va repérer la plupart des fœtus avec une pathologie grave liée au CMV. Il n'existe aucun article publié dans la littérature, quelle que soit la langue. En revanche, il existe plusieurs articles, et pas seulement récents, qui montrent que l'échographie
même bien faite, de dépistage des anomalies fœtales ne va pas repérer plus qu'un cinquième ou un quart. Et on a l'impression que plus on avance, moins elle en repère, puisque celle qui en repérait un quart était une étude italienne publiée il y a plus de 10 ans. Et celle que nous avons menée en repère encore moins. L'échographie non alertée ne va pas repérer les infections graves. C'est un mythe et c'est un des fondements du refus d'instaurer un dépistage par la sérologie. Et alors que l'inverse est prouvé, c'est-à-dire que si on sait que le fœtus est infecté par le CMV ou qu'on sait que sa mère a fait une primo-infection, ce que vous avez ici, les lignes, les deux premières lignes de ce tableau, ultrasound screening, donc dépistage échographique d'une population d'enfants symptomatiques avec des séquelles diagnostiquées à la naissance. Vous voyez que la performance de l'échographie ici, c'était la valeur prédictive positive. C'est-à-dire si on trouve un signe, c'est un CMV. Si on n'en trouve pas, ça n'en est pas un. Eh bien, on se retrouve avec une sensibilité de 1 sur 2. Donc, on jette un peu une pièce en l'air ici. On en perd la moitié. Si on prend maintenant une population qui a eu un diagnostic, donc on sait que le fœtus est infecté et qu'on regarde cette même sensibilité, elle est presque de 100% sur le pronostic. Et la valeur prédictive négative, c'est-à-dire une écho normale, une imagerie normale, pour un fœtus dont on sait qu'il est infecté, on avoisine également 100%. Alors c'est l'échographie plus l'IRM, mais on met en jeu des techniques d'imagerie qui vont permettre de rassurer dans la quasi-totalité des cas. Et pour les risques de séquelles sévères, on se retrouve avec une sensibilité importante, une valeur prédictive positive qui est pas énorme, mais comme pour tous les examens d'imagerie. En revanche, une sensibilité et une valeur prédictive négative, c'est-à-dire un pouvoir de rassurer, qui est tout à fait conséquent. Donc, en résumé, on ne trouve que ce que l'on cherche. Et parmi les dizaines d'items du cahier des charges de l'échographie détaillée prénatale au 2e ou 3e trimestre, le CMV et sa cohorte de signes qui sont énumérés ici et qui sont tous accessibles à l'échographie, ne fait pas partie de ce cahier des charges, d'une part, et d'autre part, l'infection et ses manifestations, l'histoire naturelle de l'infection est suffisamment variable et évolutive pour qu'à un instant T où cette femme enceinte aura son échographie, le signe qui pourrait attirer l'attention soit aura disparu parce que cette fugacité est souvent le cas des signes du 2e trimestre, ou ne sera pas encore apparu. Et donc, il ne faut pas attendre, quoi qu'on fasse. Bien sûr qu'il faut améliorer la connaissance du CMV et la prise de conscience autour du CMV auprès des échographistes et de ceux qui prescrivent les échographies, mais l'échographie ne sera pas une réponse satisfaisante au dépistage et encore moins au diagnostic des fœtus qui seront des enfants avec des séquelles lourdes. Anne-Hélène, vous avez parmi les familles des échographies bien faites et des enfants lourdement handicapés? Tout à fait, c'est mon cas. Donc ma fille a une polymicrogyrie. Donc c'était une infection préconceptionnelle et avec un suivi échographique 12, 22, 32, les 3 échographies. Et elle n'a pas été vue pendant la grossesse alors que sa malformation cérébrale est sévère. Mais la polymicrogyrie est un échec de l'échographie, y compris de l'échographie de l'expert. Parce que même dans les deux dernières lignes de ce tableau, l'échographie est en échec vis-à-vis de la polymicrogyrie. Et c'est parce qu'on sait que le fœtus est infecté, parce qu'on a fait une amniosynthèse qui a amplifié le DNA du virus, qu'on va demander une IRM qui, elle, va rectifier le tir de l'échographie. Et c'est 1 fois sur 4 que l'IRM va être parlante, en particulier avec les polymicrogyries, alors que l'échographie bien faite du cerveau fœtal aura été considérée comme normale. Alors le diagnostic, il se fait par amniosynthèse, donc les recommandations ne parlent pas beaucoup du diagnostic, elles parlent beaucoup du dépistage et du pronostic qu'on ne pourrait pas faire, mais elles ne parlent pas du diagnostic qu'on peut faire dans 100% des cas, qui sont révélés par une primo-infection maternelle, puisqu'il suffit
il faut et il suffit de faire une amniosynthèse. L'amniosynthèse est encore un peu trop diabolisée, et en particulier dans ses recommandations. Le risque de l'amniosynthèse, tel qu'il a été établi il y a 2 ans en France, sur une population de près de 2500 femmes, est un risque de fausse couche de moins de 1 sur 1000. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être connu des patients potentiels. Sa sensibilité, sa spécificité est de 100%. Est-ce que ça veut dire pour tout autant qu'une amniosynthèse négative faite au bon moment, c'est-à-dire après un délai suffisant de 8 semaines après l'infection maternelle, une amniosynthèse négative pourrait ignorer une infection? Elle ne l'ignore certainement pas, mais l'infection fœtale peut avoir lieu après que l'amniosynthèse ait été faite en étant négative. Et dans ces cas, eh bien, de plusieurs études, dont celle que nous avons menée en commun avec une équipe de Jérusalem, a montré qu'aucun, et toutes les études sont sur les mêmes résultats, aucun des enfants nés infectés après une amniosynthèse faite au bon moment qui était négative, aucun de ces enfants nés n'a de séquelles neurosensorielles à l'âge de 2 ans. Aucun. Et très rare qu'en médecine on puisse dire 0 ou 1, mais là c'est 0. Alors, les primo-infections maternelles repérées permettent de proposer un meilleur suivi. Oui, cette phrase a échappé, en dépit du plein gré de sa rédactrice, probablement. Bien tout de suite derrière, pour essayer de décourager ce dépistage, on dit qu'il n'existe pas de facteur pronostic fiable et que l'incertitude serait responsable d'un grand nombre d'interruptions médicales de grossesse. Alors, oser écrire une chose pareille en France en 2018 est absolument incroyablement partial et mensonger. Les interruptions médicales de grossesse sont toutes codifiées, elles sont répertoriées dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Des rapports sont rendus à l'agence de biomédecine chaque année, la cause y figure. Et lorsque la cause n'est pas fœtale et maternelle, pour une détresse maternelle, il existe des moyens de effectivement savoir si des IMG ont été faites par excès et dans ce domaine. Et ça n'est absolument pas le cas et pas en proportion de ce grand nombre d'IMG. Il existe vraiment, c'est faire vraiment peu de cas des règlements et des structures en place en France. L'échographie ciblée et performante, je vous l'ai montré. L'IRM du cerveau fœtal ne pose plus question, elle doit être associée à l'échographie pour rendre l'imagerie performante dans le pronostic. Et l'insuffisance de facteurs pronostiques, si même on considérait uniquement un facteur pronostic qui est le terme à l'infection, on aurait déjà très largement serré le problème. Mais imagerie et éventuellement des gestes supplémentaires dont on ne va pas parler forcément ici, mais l'imagerie peut assurer une valeur prédictive négative, c'est-à-dire éliminer le risque de séquelles sévères dans près de 100% des cas, avec un risque résiduel qui sera l'hypoacousie dans 10 à 15% des cas. Elle est le plus souvent unilatérale, elle peut être bilatérale, Jean-François. Elle peut être bilatérale. Mais il est exceptionnel que des anomalies de développement autres que celle-là surviennent après une exploration prénatale normale. Dans ces formes, ce sont des surdités isolées, sans atteinte cérébrale, sans troubles cognitifs, sans déficit moteur, ni troubles de la communication, de socialisation. Si je peux me permettre, oui, sur l'IMG, pour accompagner des mamans qui sont en cours de grossesse, aucune maman qui attend un bébé ne court après une IMG. C'est un traumatisme. Donc, penser que cela va être une course à l'IMG, c'est prendre peu compte de ce que peut vivre une maman ou un parent. En fait, pendant cette période, je crois que arriver jusque-là, c'est vraiment l'ultime réponse à une très grosse difficulté et qu'au contraire, elles essayent toujours de trouver et de positiver et d'essayer de se raccrocher à de l'espoir plutôt que d'essayer d'avoir une IMG dans tous les cas. Donc cet argument par rapport à toutes les familles que nous suivons ne correspond pas à l'accompagnement des familles que nous avons. Ouais. On peut potentiellement discuter d'une annonce au premier trimestre.
Avant 12-14 semaines, un de mes anciens internes, François Audibert, avec un humour un peu carabin, disait IgM égale IMG quand on annonce ça au premier trimestre. Mais il faut savoir qu'en France, quel que soit le recul de l'accès à l'IVG, on retrouve toujours la même proportion de femmes qui vont dépasser ce terme de l'IVG et qui vont demander une interruption de grossesse pour un motif personnel ou sans motif à expliquer dans le cadre de la loi sur l'IVG après ceci. Et ce taux est important, ce taux est d'environ 8%. Et probablement que le moindre facteur additionnel dans une grossesse qui n'est pas encore investie ni par la femme, ni encore moins par le couple, peut faire basculer la décision et faire demander une interruption de la grossesse à ce terme. Et c'est tout à fait possible. Mais il ne faut pas, comme on trouve dans Shakespeare, tuer le messager. La raison pour laquelle une interruption de grossesse a lieu au voisinage des 14 semaines est suffisamment fréquente sans aucune raison pour ne pas blâmer la primo-infection maternelle à CMV dans sa causalité de l'interruption de grossesse. C'est une période fragile où l'investissement de la grossesse n'est pas encore fait et beaucoup de facteurs, celui-ci mais beaucoup d'autres, peuvent faire basculer la décision des femmes et des couples éventuellement. Donc ces tableaux sont un petit peu plus détaillés, mais ils montrent très clairement, sur une très grosse série, Marianne, pour la commenter, cette étude, parce que c'est une étude réalisée à partir d'enfants. Oui, tout à fait. Là, vous voyez ici qu'on vous a rapporté les risques, enfin les séquelles observées dans une population de 251 enfants à l'âge entre 1 et 2 ans, mais la plupart avaient déjà 2 ans, voire plus. Après, donc, on a classé, c'est des enfants qui avaient tous été infectés après une primo-infection maternelle, et on les a classés entre infection maternelle du premier, du second et du 3e trimestre. Et donc, vous voyez ici que le déficit auditif n'est retrouvé que dans le groupe du premier trimestre, ainsi que les différentes séquelles. Alors là, ce n'est pas les séquelles, voilà, les séquelles sont là, ainsi que les différentes séquelles neurologiques qu'on a pu observer. Et on a eu la surprise parce qu'on n'était pas complètement convaincus au départ que le deuxième, notamment le 2e trimestre, n'était pas responsable de séquelles. On a eu la surprise de voir qu'il n'y avait absolument aucune séquelle à partir d'une affection maternelle au-delà de 12 ou 13 semaines. Ces résultats ont été très controversés dans la littérature. Notre publication a fait l'objet de différentes réponses par des équipes. Essentiellement sur le fait parce qu'on passait le message que quand un enfant a été infecté après une infection du 2e ou du 3e trimestre, probablement, il faut être extrêmement rassurant dans le discours qu'on tient aux parents. C'est sûr qu'il faut continuer probablement à les suivre, mais avec un suivi peut-être allégé, peut-être moins long et surtout très, 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 très rassurant pour ne pas laisser cette épée de Damoclès au-dessus des parents. Et ces résultats ont été confirmés, alors là, nous ne l'avons pas inscrit ici, mais ils ont été confirmés par une étude récente qui a été publiée dans Pediatrics tout à fait récemment, il y a 1 mois ou 2, par une équipe belge. Qui retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire sur une très jolie cohorte, très bien documentée, absolument aucune séquelle. Alors eux, c'est plutôt une étude ORL, aucune séquelle auditive après 14 semaines, une infection après 14 semaines d'aménorrhée. Donc on est extrêmement convaincus de ces résultats qui sont d'autant plus instinctifs qu'on a vraiment l'impression que c'est une embryopathie, que c'est vrai que l'oreille interne a atteint son développement à la fin du 1er trimestre et qu'il n'est pas incohérent de penser que seule une infection avant le développement de l'oreille peut avoir des conséquences. Voilà. Alors, il n'y avait rien de révolutionnaire dans ces résultats, si ce n'est que pendant 30 ans,
se sont accumulés à peu près autant de cas que ceux que nous avons publiés et à la fois collectés en 4 ans avec une datation précise de l'infection maternelle. Vous voyez que les 200 cas précédents accumulés sur 30 ans de littérature disaient finalement la même chose, à quelques exceptions près. Mais quand je dis exception, quand on dit exception, 1 sur 12, 1 sur 40, 1 sur 71, pour lesquels les 3 auteurs nous ont écrit au journal pour contester éventuellement nos résultats, et en analysant leur cas, le cas de chaque série ici présentée, on s'apercevait que soit la datation de l'affection maternelle était très approximative, soit l'enfant avait une affection génétique autre qui venait interagir avec son caractère infecté. Enfin bref, la littérature a toujours montré ça sans pouvoir le démontrer. Et là, en doublant d'un coup le nombre de cas utilisés dans la littérature, je pense que le clou est très largement et très profondément enfoncé pour rassurer les femmes qui s'infectent après 14 semaines d'aménorrhée et probablement après 12 semaines. Probablement, oui. Tout à fait. Donc, si on résume un petit peu les risques d'une infection au premier trimestre, ce risque neurosensoriel, en sachant que ces risques, à l'exception des 17% d'hypoacousie, le plus souvent, mais pas toujours unilatérale, on peut les prévoir, on peut les prédire, on peut les annoncer, et on peut donner à ce moment-là d'autres choix à cette femme enceinte. Symptômes à la naissance, c'est 34%. Vous voyez qu'on est finalement à 3 fois plus que les toujours copier-coller 10% des infections ACMV sont symptomatiques parce qu'on considère là-dedans les 3 trimestres. C'est basé sur des études de 1990. Quand on regarde uniquement le premier trimestre, et forcément c'est 3 fois plus parce qu'ils sont tous là, 34%, et des séquelles, 35% à 30 mois. Alors Jean-François, qu'est-ce que c'est que des séquelles légères, qu'est-ce que c'est que des séquelles modérées et qu'est-ce que c'est que des séquelles sévères? La définition n'est pas consensuelle, donc ça dépend des études, il faut regarder la définition a été prise. Mais en général, on considère quand même que la définition de handicap, dans le cas de l'infection ACMV, les enfants qui ont une atteinte auditive nécessitant un appareillage, c'est-à-dire une atteinte bilatérale, des enfants qui ont un handicap moteur entravant la marche, des enfants qui ont un déficit intellectuel ou un trouble de la communication avec des traits autistiques graves, ça rentre dans la définition des handicaps et donc des séquelles sévères. Les séquelles modérées à légères, c'est l'intermédiaire entre les enfants strictement normaux et ceux qui ne répondent pas à la définition de handicap que je viens de donner. Et là, on voit que dans cette situation à haut risque du premier trimestre, eh bien, une imagerie qui associe à la fois l'échographie et l'IRM a une valeur prédictive négative sur la présence de ces terribles séquelles à 30 mois de 100%. C'est-à-dire que cette imagerie complètement normale est suffisamment rassurante. Donc ça, je crois que c'est vraiment des messages importants. Rassurer les femmes infectées après 12 semaines et assurer à celles qui sont infectées avant une évaluation pronostique qui soit suffisamment bien conduite pour leur laisser des choix, qui ne sont pas bien entendu des choix faciles, mais là encore, il ne faut pas tuer le messager, c'est l'infection ACMV qui est préoccupante et à raison, et pas le fait de l'annoncer et de l'évaluer. Alors le traitement des femmes enceintes, vous savez que dans les critères de l'OMS pour justifier un dépistage, eh bien, il faut qu'une prévention soit possible, on va y revenir, ou qu'un traitement soit possible à un stade précoce, et l'argument un peu facile est de dire qu'il n'y a pas de traitement de l'infection congénitale ACMV pendant la grossesse qui puisse changer le cours des choses. Alors, ça n'est pas entièrement faux, mais ça n'est certainement pas une réalité intangible. Seul le niveau de preuve de l'efficacité de ce traitement est encore incertain, mais le fait qu'un traitement ait un effet sur le déroulement de l'infection, lui, est établi. Il a été établi, là aussi, par notre équipe, pas en suivant le standard incontestable de l'étude randomisée contre placebo. Pourquoi? Eh bien, parce que des femmes enceintes dont le fœtus est infecté risquent d'une part sa vie et d'autre part son développement neurologique, ne sont pas enclines à avaler un placebo. Nous avons essayé pendant 3 ans de proposer un placebo contre un médicament antiviral qui est le valacyclovir. Nous avions en 3 ans inclus 2 patientes. Et donc nous avons opté pour une méthode qui
qui ne permet pas d'atteindre un niveau de preuve d'efficacité aussi fort, mais qui permet d'évaluer la plausibilité de l'efficacité. Alors, argument supplémentaire pour ne pas recommander un dépistage. Dans les critères de l'OMS pour un dépistage, il faut qu'après avoir dépisté une infection à un stade précoce, il faut pouvoir la traiter. Donc, l'idée là, c'est de dire qu'il n'existe pas de traitement efficace pendant la grossesse. Alors, tout repose en fait sur la définition de l'efficacité, le niveau de preuve de l'efficacité du traitement. Le traitement, il existe. Il n'a pas été établi avec un niveau de preuve permettant de le décréter traitement de l'infection congénitale ACMV chez le fœtus, mais ceci est le cas pour la toxoplasmose que l'on traite in utero depuis plusieurs décennies et que rien aujourd'hui ne remet vraiment en question, tout au moins en France et en Europe, et en particulier en Europe du Sud. Pas seulement en Europe du Sud, parce que les Allemands sont encore plus accros que nous au traitement de la toxoplasmose. Et pour l'infection ACMV, nous avons essayé de réaliser une étude randomisée contre placebo avec du valacyclovir, donc un antiviral qui est dirigé contre les herpès virus, qui est très bien connu pendant la grossesse et qui n'a pas de toxicité ni pour la mère ni pour le fœtus. Nous n'avons pas, en 3 ans, pu inclure plus que 2 femmes, et donc nous avons opté pour une méthode comparant une cohorte traitée à une cohorte historique et à la littérature, avec des symptômes bien standardisés présents chez les fœtus que nous traitions. Et dans cette étude, la littérature et notre série précédant l'application du traitement montraient qu'on obtenait un enfant à la naissance sans symptômes dans 40% des cas seulement lorsqu'il présentait des signes avant la naissance. Lorsque nous avons utilisé ce traitement dans cette cohorte, eh bien, seuls 20%, moins de 20% des enfants étaient nés avec des symptômes, 80% étaient asymptomatiques, ce qui établit la plausibilité d'efficacité du traitement, ce que nous avons confirmé par des données pharmacologiques, le nombre de copies de virus, la réplication du virus diminue chez l'enfant infecté, etc., etc. Mais ceci n'est pas un traitement absolu et démontré par les critères d'exigence les plus importants. Alors après se pose bien sûr la question fondamentale de l'impact du dépistage. Alors comme on ne dépiste pas, il est difficile d'en mesurer l'impact aujourd'hui. Nous dépistons à Necker depuis 10 ans, donc on va avoir une petite idée et la littérature peut également nous renseigner, Marianne. Oui, alors là, dans cette diapositive, en fait, j'ai comparé les séquelles qui sont rapportées dans la publication qui décrit ces séquelles après une infection materno-fœtale du premier trimestre, une primo-infection du premier trimestre. Donc c'est l'histoire naturelle. C'est vous voyez une étude qui a été publiée en 2006, mais qui se base sur des cas inclus pendant les 20 ans précédents. Et donc c'est aux États-Unis, c'est vraiment l'histoire naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sérologie maternelle, il n'y a pas eu de dépistage anténatal, et l'enfant est né infecté sans aucun barrage en prénatal. Et donc vous voyez, j'ai déjà repris les chiffres de cette étude tout à l'heure, 32% de séquelles neurologiques, 17% de déficit intellectuel, 9% d'épilepsie, 6% d'insuffisance motrice cérébrale, 3% de choriorétinite et 23% de déficit auditif. Et j'ai comparé donc ces résultats que je considère être ceux de l'histoire naturelle de l'infection au premier trimestre avec nos résultats. Et nos résultats, donc c'est une cohorte d'une centaine de femmes et de leurs enfants qui ont eu un dépistage sérologique systématique au premier trimestre de la grossesse, une amyosynthèse au deuxième trimestre de la grossesse. Donc, vous voyez que sur ces 100 et quelques cas, on a 19% d'interruption médicale de grossesse, 20% d'interruption médicale de grossesse. On est dans les cas les plus à risque. On est au premier trimestre de la grossesse. Et il y a 82 nouveau-nés qui sont nés. Et regardez le portrait de ces enfants. Il y a 2,6% de séquelles neurologiques, aucun déficit intellectuel, pas d'épilepsie séquellaire,
Un enfant qui a une insuffisance motrice cérébrale, pas de choriorétinite et 20% de déficit auditif. Donc en fait, quand on compare les séquelles neurologiques dans le groupe de l'histoire naturelle et dans le groupe dépisté, on s'aperçoit qu'il y a une baisse significative et très importante du nombre de séquelles neurologiques, une baisse aussi très importante des déficits, les plus importants des déficits intellectuels. En revanche, on a le même pourcentage de déficit auditif. Ce qui nous semble bien témoigner du fait que oui, on fait des interruptions médicales de grossesse à la demande des parents devant des lésions sévères à l'échographie et à l'IRM du cerveau fœtal, mais elles ne sont pas faites n'importe comment, ces interruptions médicales de grossesse. Elles sont probablement bien ciblées sur les cas d'enfants qui auraient été sévèrement atteints a posteriori. Donc voilà, je voulais vous... Donc deux études à 10 ans intervalle et plus, étant donné l'origine des patients américains. Tout à fait. Une addition totale qui est exactement la même en termes de sévérité, si on considère les IMG comme des cas très sévères. Exactement la même addition, mais une image en miroir en termes d'issue périnatale pour les enfants vivants, qui est essentiellement due, la balance est essentiellement due au fait que probablement les cas les plus sévères ont été interrompus dans cette population dépistée. Et donc, on peut penser au-delà d'un exercice futile de produire en 2 ans des recommandations qui sont les mêmes que celles existant il y a 16 ans, sans tenir compte du tout de l'évolution de la littérature et des moyens de diagnostic et de pronostic. On peut penser que ces recommandations peuvent être encore plus toxiques qu'inutiles, puisqu'il semblerait qu'aujourd'hui, dans des populations très urbaines comme celle de l'Île-de-France, près de la moitié des femmes enceintes bénéficient, nous le mettons sans guillemets, il est probable que le HCSP le mettrait avec beaucoup de guillemets, bénéficie d'un dépistage prénatal, contre 19% en région. Est-ce que c'est votre impression également, Anne-Hélène, qu'il existe une discordance dans l'accès aux soins et à ce type de demande? Et quels sont les obstacles que vous avez pu percevoir dans l'accès aux soins et l'accès à la sérologie des femmes qui vous contactent? Alors effectivement, il y a une vraie différence entre les personnes qui sont sur l'Île-de-France, qui ont pour beaucoup été dépistées très tôt pendant la grossesse, et des personnes qui sont sur le reste de la France, qui n'ont pas eu accès au dépistage et qui découvrent par d'autres biais l'infection à CMV. Et il y a vraiment une différence, et la plupart du temps d'ailleurs, c'est un fort débat sur les inégalités entre les régions. Sur certaines grandes villes, il y a des médecins qui connaissent un petit peu plus le CMV, mais dès qu'on s'éloigne de Paris, effectivement, on se retrouve avec une vraie ignorance autour de ce CMV. La deuxième partie de votre question? L'accès aux soins, l'accès à la sérologie, quand les femmes veulent éventuellement une sérologie? Elles se le payent pour un certain nombre d'entre elles, puisque les médecins n'étant pas informés sur le CMV, ne connaissant pas les séquelles potentielles, la réponse quasi systématique est de toute façon on ne peut rien faire, de toute façon il n'y a pas de traitement, donc à quoi bon faire cette prise de sang? Et donc nombreuses personnes se demandent d'elles-mêmes la sérologie sur les familles qui nous contactent. Et il y a eu un changement de nomenclature ou d'accès à la nomenclature pour ces différents tests. Quels sont-ils? Alors, je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait d'enquête, mais c'est vrai qu'on a des retours des médecins et des femmes nous disant que leurs sérologies CMV ne sont plus remboursées. Alors soit la première n'est pas remboursée dès la première, soit quand il y en a 2 de demander parce qu'il y a un souci d'interprétation, quelque chose comme ça, la deuxième n'est pas remboursée. Ça a l'air de dépendre des caisses de remboursement, je n'en sais pas plus. Je pense que ça s'appuie sur la nouvelle nomenclature des actes biologiques qui a été publiée il y a quelques mois, ou presque un an maintenant, qui stipule
que la sérologie CMV ne doit pas être faite de façon systématique pendant la grossesse et ne doit être faite que ciblée sur des femmes enceintes qui ont des soucis, des signes, des symptômes compatibles ou qui sont porteuses d'un fœtus qui peut avoir des signes échographiques en faveur de cette infection. Si bien que je pense que les caisses de remboursement interprètent ça comme, s'il y a une sérologie, bon, encore, ça peut passer, mais 2 sérologies, c'est vraiment pas possible. Donc je pense qu'il y a du coup une certaine hétérogénéité et un certain flottement à ce sujet, mais auquel les recommandations du Haut Conseil, évidemment, ne sont pas étrangères. Et donc, aujourd'hui, une sérologie CMV, le prix, c'est 50 €? Alors, le prix, c'est... J'ai peur de vous dire une bêtise, je ne sais pas par cœur, mais c'est plutôt 35 €, je dirais. 35 €. Et on a étendu récemment à 15% de la population des femmes enceintes un dépistage non invasif de l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel qui coûte 400 €. Et on propose ça à 15% des femmes enceintes pour lesquelles le risque est de, en gros, 1 sur 1000. Voilà, donc c'est une équation. Bien entendu, on ne crée pas de ressources. Et si on ajoute des dépenses, il faut reprendre de l'argent ailleurs. Et le CMV semble être une victime un petit peu difficile à admettre comme telle. Alors voilà, en gros, pour le prénatal. Maintenant, on va parler des nouveau-nés. Jean-François, donc la déclaration de ce Haut Conseil, qui t'a aussi auditionné comme expert, est qu'on ne peut pas faire un pronostic des séquelles après un diagnostic à la naissance. Voilà. Donc peut-être eux étaient-ils sourds déjà dans ce Haut Conseil. Donc il y a, oui, sur le plan des nouveau-nés, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que sur les données épidémiologiques sur lesquelles on se base, qui fait état de 10% de formes symptomatiques à la naissance, repose sur une définition ancienne et plus du tout adaptée aux connaissances actuelles et aux pratiques qui devraient être celles d'aujourd'hui. La définition utilisée, c'est un enfant cliniquement asymptomatique à la naissance. Tu peux montrer une autre diapositive. C'est-à-dire qu'avec cette définition, un enfant sourd, mais qui a un examen clinique néonatal normal, va être considéré comme asymptomatique. Donc je crois qu'il faut maintenant absolument utiliser une définition beaucoup plus stricte du caractère asymptomatique néonatal, c'est-à-dire considérer comme asymptomatique un enfant qui certes a un examen clinique normal, mais aussi un bilan biologique normal, c'est-à-dire une numération formule sanguine plaquette et un bilan hépatique normal, une imagerie cérébrale normale, tant anténatale que néonatale avec l'échographie transfrontalaire, qui est extrêmement simple à faire, et qui a aussi un fond d'œil normal, là aussi un fluide choriorétinite avec un examen clinique néonatal peut être strictement normal, et surtout qu'il y a des tests auditifs normaux, que ce soit des auto-émissions acoustiques ou des potentiels évoqués auditifs automatisés. Je rappelle que la différence entre les deux, c'est que les PEA testent toute la chaîne de l'audition, alors que les auto-émissions ne testent que l'oreille interne, mais dans le cas du CMV, ce n'est pas un problème, puisque l'organe atteint, c'est l'oreille interne. Si on prend cette définition, on a des données épidémiologiques très différentes. On peut voir sur la diapositive suivante, par exemple, sur une cohorte de 220 enfants qui ont été suivis à Necker, donc des nouveau-nés, avec un recul de 2 ans. Ce sont des nouveau-nés pour lesquels soit le diagnostic anténatal a été fait, soit dont le diagnostic a été fait à la naissance, sur des points d'appel. Eh bien, on a, avec cette définition strictement asymptomatique, que 35% d'enfants strictement asymptomatiques et 65% des enfants ont au moins une anomalie clinique, biologique ou alors imagerie anormale dans cette population. Alors, pour les pédiatres, la question en particulier pour les pédiatres qui travaillent en maternité, quand est-ce qu'il faut rechercher un CMV chez un nouveau-né ? Bien évidemment, lorsqu'on en a la notion de primo-infection maternelle, que le diagnostic anténatal ait été fait ou non, puisque ça arrive encore très souvent qu'on ait une notion de primo-infection maternelle, mais qu'il n'y ait pas eu de diagnostic anténatal. Ou devant une symptomatologie clinique néonatale en l'absence de primo-infection connue, c'est-à-dire des purpura, des pétéchies qui évoquent une thrombopénie, des signes d'hépatite, une hépatomégalie, une splénomégalie, un ictère précoce a fortiori s'il est mixte, c'est-à-dire avec la bilirubine conjuguée qui va évoquer une cholestase, s'il y a une pneumopathie interstitielle, s'il y a des signes de cataracte. S'il y a une microcéphalie, bien évidemment, alors la question souvent posée par les pédiatres de maternité, c'est faut-il dépister le CMV chez
tous les hypotrophes. Effectivement, les retards de croissance intra-utérin avec un point de naissance inférieur à 10e percentile, c'est très fréquent, c'est 10% de la population par définition. Mais en recherchant le CMV dans cette population, on repêche un certain nombre d'enfants infectés par le CMV. Et donc, c'est pas compliqué à faire, c'est pas onéreux. Donc, à mon avis, c'est nécessaire et utile de le faire. Et puis, bien sûr, lorsqu'il y a des tests de dépistage auditif qui sont anormaux à la naissance, même lorsque ce test est unilatéral et sans attendre d'avoir la confirmation qui, parfois, n'est fait qu'après de nombreux mois de ce test anormal. Alors, comment le faire ? Eh bien, par une PCR-CMV sur la salive ou les urines. La fiabilité de la prélèvement salivaire ou urinaire est équivalente, Marianne confirmera. À une petite réserve près, c'est qu'on peut avoir des PCR salive faussement positives lorsqu'elles sont souillées par les sécrétions génitales maternelles ou par le lait maternel. Mais dans ces cas-là, on a des charges virales qui sont très faibles. Tout à fait, oui. Et la PCR sanguine va permettre de confirmer ou d'infirmer cette positivité. Quand on a confirmé le diagnostic de l'infection congénitale, il faut compléter le bilan par un bilan sanguin, hématologique et hépatique, une échographie cérébrale, un fond d'œil, des tests auditifs bien évidemment, et puis, en tant que pédiatre, faire tout son possible pour essayer de dater la séroconversion maternelle. Il y a de plus en plus de femmes qui sont toxo-négatives, donc qui sont prélevées tous les mois, et on peut demander au laboratoire de faire une sérologie CMV sur les prélèvements mensuels, ce qui va permettre de dater le moment de l'infection maternelle, et comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir rassurer les couples dont la séroconversion maternelle a eu lieu au 2e ou au 3e trimestre. Alors, quand on a ce diagnostic d'infection congénitale à CMV, la question difficile est qui traiter et comment. Alors, comment ? Il y a un antiviral, il n'y en a pas 36 disponibles sur le marché actuellement, c'est le Valganciclovir, qui est la prodrogue du Genciclovir, qui est un sirop qu'on peut administrer par voie orale à la posologie de 16 mg kg toutes les 12 heures, pendant une durée de 6 mois, ce qui est actuellement si ce n'est recommandé, tout au long relativement consensuel, ça repose sur une étude, qui est l'étude de Kimberlin, qui a comparé chez les enfants nouveau-nés symptomatiques une durée de traitement de 6 semaines, qui était une durée empirique par rapport aux infections ACMV chez le plus grand immunodéprimé en particulier, à une durée de 6 mois. Et le résultat de cette étude à 2 ans est légèrement en faveur d'un traitement prolongé de 6 mois avec des séquelles auditives qui sont moins sévères et moins fréquentes lorsque les enfants sont traités 6 mois. Ce traitement impose une surveillance pendant toute la durée du traitement parce qu'il peut entraîner des thrombopénies, mais surtout des neutropénies. Et lorsque la neutropénie est inférieure à 500, on est obligé d'interrompre le traitement, mais les choses se corrigent spontanément avec l'arrêt du traitement. Et il peut y avoir aussi une toxicité hépatique avec une note de cytolyse, donc il faut surveiller tous les 10 jours par un prélèvement sanguin les enfants traités. Alors, qui traiter ? Les formes systémiques, certainement, c'est-à-dire que les enfants qui ont une hépatite, une pneumonie, même une thrombopénie sévère, il faut les traiter. Pour les atteintes neurosensorielles et pour la prévention du déficit neurodéveloppemental et sensoriel, la seule chose qui a été démontrée, c'est que seules les formes avec atteinte du système nerveux central documentées bénéficient d'un traitement antiviral postnatal avec une diminution de la sévérité, de la fréquence des séquelles lorsqu'ils sont traités. Les choriorétinites évolutives, même chose, il est justifié de les traiter. Par contre, toutes les autres formes, c'est-à-dire les atteintes sans atteinte du système nerveux central, il n'y a pas d'études qui démontrent l'intérêt, l'effet bénéfique du traitement. Ceci dit, on a quand même envie de traiter les déficits auditifs néonatals, même sans atteinte du système nerveux central, non pas dans le but de récupérer l'audition perdue, mais de stabiliser les choses en arrêtant la réplication virale pendant la durée du traitement et d'éviter que les choses continuent de s'aggraver et qu'un déficit modéré ou sévère devienne un déficit profond et évolue vers une surdité totale.
Et puis une question posée dont la réponse n'est pas du tout consensuelle, c'est faut-il traiter sur le seul argument d'une charge virale élevée? Il y a une publication qui est en faveur d'un traitement parce que les séquelles sont beaucoup plus fréquentes lorsque la charge virale sanguine des nouveau-nés est supérieure à 10 000 copies. Personnellement, à Souleska, c'est ce qu'on fait dans l'équipe à Necker lorsque les enfants sont strictement asymptomatiques. Encore une fois, j'insiste sur le strictement, et qu'il y a le seul argument d'une charge virale élevée. On pense que la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur du traitement. Alors, ceci dit, qu'on les traite ou pas, ces enfants, il faut les surveiller. Et donc, il faut organiser un suivi de la fonction auditive et du développement neuropsychomoteur tous les 3 à 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. Si à 2 ans, on a une évolution strictement normale, et en particulier une audition strictement normale testée par des gens connaissant le sujet et faisant un test en oreilles séparées, non pas en audition globale, on peut passer à une surveillance annuelle jusqu'à un âge de 4 à 7 ans. Il est extrêmement important de référer ces enfants à des équipes d'ORL connaissant le tout petit enfant et le CMV, pour éviter des diagnostics en excès. En effet, les enfants entre 1, 2 ans, 3 ans, c'est l'âge des rhinopharyngites, des otites séreuses qui vont perturber les tests. Il faut être capable de faire la distinction entre des tests perturbés par une otite séreuse ou une vraie atteinte par le CMV. La fonction visuelle, s'il n'y a pas de choriorétinite à la naissance, on est tranquille, ça ne peut pas apparaître secondairement. Il est prudent de faire un contrôle à 1 mois parce que la rétine d'un tout petit nouveau-né n'est pas toujours très facile à voir, donc pour être bien sûr qu'il n'y a pas de lésion. Et puis faire un bilan à 1 an, ça devrait être le cas de tous les enfants, quels qu'ils soient, d'avoir une évaluation de leur fonction visuelle à 1 an. Ce n'est pas spécifique à ceux qui sont affectés par le CMV. Est-ce qu'il faut faire une IRM cérébrale après la naissance? Pas de façon systématique, selon les données périnatales. Si l'IRM anténatale n'était pas normale, il faut la contrôler, mais attendre 6 mois, attendre que la myélisation cérébrale soit bien avancée pour pouvoir tirer le plus de renseignements possible de cette IRM, ou en fonction de l'évolution clinique, même si on n'avait pas des données anténatales inquiétantes, si on a une anomalie de développement neurosensoriel, bien sûr, l'IRM cérébrale peut apporter des éléments intéressants. Le bilan vestibulaire, je rappelle que c'est l'oreille interne qui est atteinte dans le cas d'infection à CMV. Il ne faut pas oublier que l'oreille interne ne sert pas qu'à entendre, elle sert aussi à l'équilibre, c'est la fonction vestibulaire. Et il peut y avoir, associé au nom au déficit auditif, un déficit vestibulaire qui va entraver le développement de ces enfants. Donc le bilan vestibulaire qui est plus compliqué à faire que les tests auditifs, il est indiqué lorsqu'il y a un déficit auditif significatif, parce que c'est quand même souvent associé, mais même en l'absence de déficit auditif, lorsque à l'âge de la marche, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer et qu'il y a manifestement des troubles de l'équilibre. Dans ce cas, on pourra rattacher ces difficultés motrices au déficit vestibulaire et adapter la prise en charge, en particulier en psychomotricité, à cette connaissance étiologique. La majorité de ces enfants finissent par acquérir la marche, mais ça ne peut être qu'à l'âge de 2 ans et il faut les aider. Je crois que j'ai une dernière diapositive. Voilà, en tant que pédiatre, ce qu'on peut retenir, c'est que le pronostic d'infection congénitale à CMV est excellent lorsqu'il s'agit d'une infection du 2e ou du 3e trimestre, et même dans les infections du 1er trimestre, lorsque le bilan périnatal, c'est-à-dire anté et néonatal, est strictement normal. Pour ces enfants-là, il y a un risque résiduel d'atteinte auditive qui est aux alentours de 3%, mais avec 0% de handicap, c'est-à-dire pas de handicap neurosensoriel, de troubles cognitifs, de troubles de handicap moteur, ni de troubles de la communication grave, qu'il est important d'avoir un suivi multidisciplinaire pédiatrique et ORL sur le long terme de ces enfants, et qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur les indications, les durées optimales et le bénéfice réel à long terme du traitement néonatal par le valganciclovir. Néonatal et post-néonatal, une question aussi qui se pose, c'est les enfants qui ont une audition normale à la naissance et qui se dégradent au bilan à 4 mois, 8 mois ou à 1 an. Est-ce qu'il y a un intérêt de les traiter à ce moment-là? On n'a pas la réponse à cette question. Enfin, je voudrais donner un dernier message. Les pédiatres qui voient les enfants en consultation, qui les suivent, sont en première ligne pour pouvoir donner des conseils d'hygiène et de prévention
aux parents, j'aime bien aux parents, pas qu'aux mamans, parce qu'il faut que les conjoints prennent les mêmes précautions que les mamans sur les mesures d'hygiène à respecter au contact de leur jeune enfant, on disait tout à l'heure, de 1 ou 2 ans, qui va en crèche et qui a une forte probabilité de rapporter le CMV de la crèche et de contaminer ses parents en cas de deuxième grossesse. Anne-Hélène, est-ce que la même confusion règne dans vos mandants en postnatal qu'en prénatal, ou est-ce que les choses sont un petit peu mieux? Vous avez l'impression que les choses sont un petit peu mieux organisées, perçues, expliquées, comprises après? Alors, je dirais que nous avons 2 populations. La population des personnes qui ont réellement été prises en charge, dont un certain nombre ont eu un traitement, où là, il y a peu de confusion. Vraiment des parents qui savent où ils vont, qui ont effectivement un bon diagnostic et un bon pronostic sur leur enfant, et des parents qui sont en errance, puisque peu de pédiatres connaissent réellement le CMV et donc ne savent pas jusqu'à quand ils doivent faire un dépistage et un suivi ORL, etc. Donc les informations sont vraiment sur 2 types de populations, et c'est un sentiment, je pense, qui est relativement lié, comme tout à l'heure par rapport au dépistage, sur l'Île-de-France et sur le reste du territoire, où nous avons une quantité de médecins qui sont moins au courant du CMV, donc que ce soit en anténatal comme en postnatal et en pédiatrie. Jean-François, il y a deux choses qui moi, je perçois des femmes qu'on voit en consultation quand on discute de façon prospective et hypothétique des atteintes. L'œil a toujours une valeur un peu particulière, de même que le cœur. Dès qu'on parle de malformation, quand ça touche le cœur, c'est quelque chose de très délicat, le cerveau, mais l'œil. Alors, la place de ces choriorétinites, leur fréquence, le fait qu'elles peuvent être isolées ou qu'elles sont toujours associées ou pas, à quoi? Alors, les choriorétinites sont rares, hein, c'est moins de 5% des situations. Elles peuvent être isolées, elles sont plus fréquentes dans les formes avec atteinte du système nerveux central, je veux dire les formes pas symptomatiques cliniques, mais les formes avec atteinte du système nerveux central. Et puis, elles ne sont pas, ou très rarement, responsables de cécité. Ça dépend du foyer de choriorétinite où il se trouve. S'il est périphérique, s'il est unilatéral, il ne peut entraîner aucune conséquence. Il peut même y avoir des enfants qui naissent, moi j'en ai quelques-uns, avec un foyer de choriorétinite cicatrisé à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a eu une atteinte de la rétine pendant la vie fœtale, mais qui a cicatrisé seul à la naissance. Et ces lésions-là ne justifient pas de traitement, justifient d'un suivi ophtalmologique parce que selon la taille du foyer, de la cicatrice et de sa localisation, il peut entraîner des troubles du champ visuel, en particulier nécessité de l'orthopsie, ou de porte de lunettes, mais n'entraîne pas de cécité. Les cécités liées au CMV sont exceptionnelles. Et dans le suivi, est-ce qu'on peut revoir ces modalités de suivi à l'aune du trimestre? Est-ce que des enfants affectés deuxième, troisième trimestre de la grossesse peuvent bénéficier d'un suivi moins long maintenant? Alors, je crois que c'est un peu tôt, parce que les données, je pense qu'on va aller vers ça, mais les données qu'on a, les données que présentait Marianne et que j'ai, c'est un suivi à 2 ans. Il est encore écrit partout que le déficit auditif peut apparaître jusqu'à 5, 6, 7 ans. Ceci dit, je pense que ces enfants qui révèlent un trouble auditif cliniquement significatif tardivement sont des enfants qui n'ont pas été bien suivis pendant la toute petite enfance et qui avaient un déficit partiel qui ne les gênait pas. Il faut voir qu'un enfant qui a une surdité, même profonde, unilatérale, a une audition globale, normale, qui passe totalement inaperçue à l'entourage et aux parents. Dans l'expérience qu'on a avec l'équipe d'ORL de Necker, on n'a pas d'enfants ayant une audition normale à 2 ans, testée dans de bonnes conditions, en oreilles séparées, avec des seuils entre 10 et 20 décibels, qui à ce jour ait développé un déficit auditif significatif à 3 ans et à 4 ans, et on arrête le suivi à 4 ans. D'accord.
C'est le cas sur les familles que nous avons également. C'est des déficits précoces, en fait, que l'on voit sur les 2 premières années, qui ont tendance à s'aggraver. Qui s'aggravent. Tout à fait. Alors ça, quand il y a un déficit partiel, c'est un enfant qui n'a pas une audition strictement normale à 2 ans, il faut continuer à le suivre parce que ça peut se dégrader plus tard. Jusqu'à 10 ans, voire Jusqu'à au moins 7 ans. Alors, dernier volet de cette table ronde et de ces critiques des recommandations, on peut être presque d'accord avec, bien entendu, ce qui concerne la prévention. Donc ça, c'est le point positif. Point positif, mais qui est livré brut. Il faut instaurer des mesures d'hygiène. Mais que fait la police? Qui va faire quoi, quand, comment? Il n'y a pas vraiment de plan. Les conseils sont extrêmement frustrés. On a l'impression un petit peu d'un achat de bonne conscience à bas coût, puisque finalement, on le dit à toutes les femmes enceintes. Parce que, bien entendu, une infection non primaire peut aussi, blablabla, aboutir aux mêmes conséquences. Mais pour vertueux que soient ces conseils, en fait, sur quoi repose l'efficacité de la prévention? L'efficacité de la prévention, elle repose sur des études qui ont montré une diminution de la transmission du virus. Aucune étude n'a montré la diminution de la fréquence des symptômes ou encore moins du handicap. L'étude la plus large, la plus grande, c'est celle-ci, qui a finalement concerné près de 3000 femmes. Donc, nous avions, là, c'est une étude italienne, de Maria Grazia Revello, c'est une très bonne équipe je ne sais plus où elle est, mais très bonne équipe italienne, qui montre ici, dans un groupe qui a été conseillé à 12 semaines, en moyenne à 12 semaines, à 11-14, quand les femmes viennent faire leur première échographie, on leur fait une sérologie CMV et on leur explique que si elles sont négatives, ou qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs, à cause du risque d'infection non primaire, il faut faire attention, il ne faut pas lécher la cuillère, il ne faut pas embrasser le bébé sur la joue quand il pleure, il faut l'embrasser sur la tête, il faut se laver les mains quand on change les couches, et blabla, le papa, la maman, tout le monde fait la même chose. Et on a à la fin un résultat quand même très intéressant, c'est que parmi celles qui étaient séronégatives, finalement, il n'y en a que 2 sur 300 qui séroconvertissent. Succès indéniable. Dans le groupe qui n'a pas bénéficié de ces conseils, qui était aussi nombreux au départ, on en avait 315 à l'arrivée qui étaient négatives, et il y en a 24, soit 10 fois plus, qui ont fait une séroconversion. Donc on peut effectivement admettre qu'on a réduit le taux d'infection maternelle. Mais, et malheureusement, ce mais est de taille, c'est-à-dire que dans cette étude, en même temps qu'on commençait à prodiguer des conseils à 12 semaines, on avait fait une sérologie. Et après ce qu'on vous a dit tout à l'heure, voilà, malheureusement, les femmes dont les enfants peuvent être infectés et avoir des séquelles, c'est celles qui vont être contaminées avant 12 semaines ou autour de 12 semaines. Elles étaient déjà là et on a imposé à toutes les autres des mesures de prévention qui n'auront, d'après ce qu'on sait bien maintenant, strictement aucun impact sur le handicap neurosensoriel, puisque ici, on avait déjà 5 femmes dans cette population de femmes qui n'étaient pas complètement IgG+, IgM-, il y en avait 300, donc sur les 1000, vous en aviez 6 là qui étaient suspects, et puis ici, vous en aviez 8 qui étaient suspects sur cette même population en termes de nombre, et ces femmes-là, eh bien, les recommandations de prévention surviennent trop tard, elles ne serviront très probablement, quasi certainement à rien en termes de réduction du risque de handicap. Donc la prévention et les conseils vertueux, bien, mais en parler uniquement quand la femme est enceinte et vient aux consultations prénatales, eh bien ça n'est plus le moment de la prévention, là, c'est le moment du dépistage. Et le moment de la prévention, c'est avant d'être enceinte, dans la période périconceptionnelle, au moment où on arrête la contraception, voire au moment où on sort de la maternité avec une sérologie négative après un premier accouchement. Alors, avec les difficultés de mise en place, et ces difficultés de mise en place, qu'est-ce que vous ressentez comme étant une nécessité de moyens à mettre en œuvre, Anne-Hélène, pour que ces mesures aient un vrai impact? Alors, le vrai impact, c'est de toucher les médecins généralistes
qui sont souvent les premiers à être au courant d'un projet de grossesse. Avant même d'aller voir son gynécologue ou son obstétricien, on parle déjà avec son généraliste et il connaît notre environnement. Il sait justement si nous avons des enfants en bas âge. Le pédiatre, très justement dit tout à l'heure, effectivement, est là pour pouvoir parler et donner toutes ces informations. Donc la formation de tous les personnels médicaux et paramédicaux qui sont autour des futures mamans et futurs papas. Et en plus de cette formation, comment toucher le grand public et s'assurer que tout un chacun soit au courant du CMV pour que ce ne soit plus un tabou et donc plus un sujet d'inquiétude et de stress, mais quelque chose qui aujourd'hui est dans les mœurs, comme nous avons la toxoplasmose. Je pense que toutes les mamans aujourd'hui et les femmes enceintes ne sont pas plus inquiètes que cela de la toxoplasmose parce qu'on nous en a tellement parlé que cela fait partie de la grossesse. Espérons qu'un jour ce soit le cas pour le CMV et pour cela il y a réellement un besoin d'information du monde médical et du grand public. Les crèches? Les crèches, bien évidemment, puisque c'est le lieu. Alors, nous distribuons des flyers à de nombreuses crèches qui en font la demande. Donc, des flyers à l'attention des futurs parents. Et très souvent, ce sont des parents qui ont été infectés eux-mêmes, qui nous contactent pour pouvoir mettre les flyers dans les crèches, dans les laboratoires et chez leurs médecins. Voilà une table ronde qui n'a pas certainement répondu à toutes les questions, qui en a posé d'autres et qui surtout est un appel à la désobéissance civile et médicale à ne certainement pas appliquer ces recommandations qui n'ont vraisemblablement aujourd'hui aucune chance de modifier le paysage toujours très sombre de l'infection congénitale ACMV et qui risque de l'aggraver en privant les femmes qui y avaient accès jusque-là à une sérologie et à la bienveillante attention de leur médecin. D'autres commentaires pour conclure? Eh bien, merci et à très bientôt pour une prochaine émission de Vision.